Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans l'épisode 8 du podcast et je suis aujourd'hui avec Nadia et Joris. Bonjour, est-ce que vous allez bien ? Ça va, merci. Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien. Du coup, je vais d'abord vous laisser vous présenter rapidement, dire un petit peu vous êtes en quelle année, quelles associations vous faites. Moi, je m'appelle Nadia, je suis en 2e année. Je suis impliquée dans l'association Les Tribuns de Saint-Germain, donc l'association d'éloquence de Sciences Po. Et je m'appelle Joris Renaud, je suis aussi en 2e année et je suis vice-président de l'association des rencontres. Et sinon, d'un point de vue, par exemple, les sports, je fais du stunt. Ok, très bien. Donc, on va continuer avec quelques petites questions pour mieux vous connaître. Tout d'abord, quelles étaient les spécialités que vous avez choisies au lycée et pourquoi ? Waouh, le monologue qu'on peut taper là. Moi, perso, j'ai pris l'aspect AGGSP, SES et anglais, AMC, quoi. Et j'ai abandonné AMC en terminale. Moi, je me suis beaucoup perdu avant d'arriver à Sciences Po. Il y a vraiment beaucoup d'idées de parcours. À la base, je voulais faire des sciences. Donc, j'ai pris maths SVT. Mais j'étais pas sûr de vouloir faire des sciences, donc je me suis dit, je vais prendre anglais à côté. Ce qui fait qu'en terminale, je me suis retrouvé avec maths anglais, deux matières hyper complémentaires pour Parcoursup, c'est très connu. Et en fait, je voulais faire des sciences, puis du cinéma, puis... En fait, j'avais un peu toutes les orientations possibles avant d'atterrir à Sciences Po, donc c'est pour ça que j'avais maths anglais. Quand je dis ça aux gens, ils sont un peu étonnés, mais... Oui, j'avais maths à GGSP, Oui, j'avais physique avant, donc c'est J'ai remarqué qu'on s'est pas... Je vois un peu là. On est pas mal à s'être perdu avant d'atterrir ici, donc ça fait plaisir. Exactement. Autre question, où allez-vous à l'étranger l'année prochaine, vu que maintenant on connaît nos destinations ? Alors, si tout se passe bien et que je ne redouble pas, normalement, je vais en Turquie, à Istanbul. Ok, et pourquoi t'as choisi ? Enfin, il y a une raison particulière ou... Pas spécialement, juste c'est un peu à côté du Moyen-Orient et j'aime bien. Il y a la mer à côté. Super, très bon argument. Et je pars à Kuala Lumpur en Malaisie. Oh, ok, trop bien. Pourquoi la Malaisie ? Il y avait une raison... Parce que déjà ça change vachement de la France. En fait, ce qui est bien avec la Malaisie, c'est que c'est hyper cosmopolite, c'est hyper multiculturel, il y a plein de langues, plein d'ethnies, plein de religions différentes qui cohabitent. Donc en fait, vivre en Malaisie, ça permet de découvrir plein de cultures différentes. Et donc j'ai trouvé que c'était un avantage, Ouais, puis c'est c'est pas richesse. cher, il y a la mer, c'est beau. Mais la richesse culturelle du pays est énorme, donc c'est pas mal. C'est vrai. Ok. Quel est votre livre préféré du moment ou un livre qui vous a marqué récemment ? Waouh. Oula. Le dernier livre qui m'a marqué, je pense que c'est Le Mage du Kremlin. Je crois que c'est Giuliano da Empoli. C'est un peu un mélange entre une fiction et la biographie du bras droit de Poutine. D'accord. Et du coup, ça raconte un peu la politique interne du Kremlin. Ok, ouais, c'est très... ce qui se passe. Ce qui se dans les passe en coulisses. interne. En gros, ça commence à partir de l'arrivée au pouvoir de Poutine et les 20 années qui ont suivi. Donc le fait que ça alterne entre la fiction et la réalité, c'est plutôt cool. Et comme c'est hyper bien raconté, la lecture est hyper fluide, donc très sympa. De mon côté, rien à voir, mais je pense que 2 livres qui m'ont marqué, ce seraient les petites autobiographies de Roald Dahl, Moi Boy et Escadrille 80, qui sont vraiment très plaisantes et très douces à lire. Moi, je les lis souvent en été, je les relis et je trouve que ça fait beaucoup de bien et ça permet de s'échapper un peu et de prendre du plaisir. Ok, trop bien. C'est trop bien, Roald Dahl. C'est vrai, je suis d'accord. Autre question, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit et petite ? Moi, je voulais être peintre, actrice. Cuisinier, réalisateur. Ah ouais. Mais ça, c'était plus tard. Pareil, tous les métiers du monde. Acteur pendant longtemps. Enfin, pendant longtemps. Quand je me suis mis au théâtre au lycée, j'ai voulu faire acteur. Ah ouais, non, mais... Moi, je pense que j'étais petit cuisinier. Parce que mon papy, il était pâtissier, donc ça m'a Ouais, ça a influé. ça m'a influé. Ok, très bien, c'était très diversifié. Et donc, toute dernière question auquel tout le monde a le droit, pourquoi vous avez choisi Sciences Po Saint-Ger pour faire vos études ? Moi, j'ai pas eu le choix. Mais non, en fait, j'ai été prise sur mention très bien, donc à Sciences Po Saint-Germain. Donc, Et moi, parce que j'habite ici, en fait. Ah, je savais même pas. De Bèze ? Ah oui, ok. Ouais, j'étais au lycée à Poissy, juste à côté. Ok. Et j'ai une très bonne amie à moi qui faisait Sciences Po. Et surtout, comme à la base, je voulais faire du cinéma et que Sciences Po Saint-Ger propose un master axé sur la culture, je me suis dit que ça me permettrait de faire le pont entre les deux. Mais maintenant que j'y suis, je ne veux plus du tout faire du cinéma. Donc, je suis très content d'être là. Mais en fait, ce qui m'a attiré, je dirais, c'est les masters de la culture, vu que je pensais faire du cinéma à la sortie de l'école. Ouais, tu voyais un lien possible. Voilà, je voulais un lien possible. Au final, pas du tout. Très bien. Bon, on va maintenant passer du coup à notre premier sujet de débat, qui est donc sur l'uniforme à l'école. Dans un sondage qui a été mené par le YouGov, qui a été commandé par le HuffPost en octobre 2023, il y a 68% des Français qui se sont dit favorables à l'adoption de la tenue scolaire unique. Alors, attention, le gouvernement tient à ce qu'on dise tenue scolaire unique et pas uniforme. Donc Gabriel Attal a annoncé notamment en décembre 2023, dans sa courte période où il était ministre de l'Éducation,
l'expérimentation de la tenue scolaire unique de l'école primaire au lycée dans les établissements qui seraient volontaires. Donc cette annonce, elle a déclenché de nombreux débats, aussi bien sur les plateaux télé, les réseaux sociaux ou lors des dîners de famille à Noël. Et on assiste à une véritable guerre d'arguments. Donc pour résumer rapidement, on a des partisans qui défendent une cohésion qui effacerait les disparités sociales, un moyen de promouvoir l'égalité des chances ou encore de défendre les valeurs républicaines de la France, alors que d'autres dénoncent un embrigadement de la jeunesse, une entrave aux libertés des élèves qui empêcherait d'exprimer leur personnalité, ou encore des contraintes purement matérielles comme le coût de l'uniforme, ou encore le confort qu'impliquerait son port tous les jours. Donc première petite question pour introduire tout ça, quelle est votre position un peu sur la question ? Est-ce que vous serez plutôt favorable et pourquoi ? Moi, je pense que du coup, je serais plutôt favorable au port de l'uniforme scolaire. Mhm. Pour les raisons que tu as évoquées précédemment, tout ce qui est inégalité sociale, économique, etc., pourrait être plutôt aplani, surtout que les tenues scolaires, je parle pour mon expérience personnelle, mais au collège ou au lycée, je savais que ça pouvait être soit la source de harcèlement, des personnes qui s'habillaient différemment, et en plus surtout en fonction des lycées et des milieux sociaux, les codes vestimentaires sont totalement différents. Enfin, vu que je venais d'un lycée de banlieue, la norme, c'était plutôt tout ce qui était survêtement de marque, etc. Donc, je pense que ça a vraiment aplani et met tout le monde sur un même pied d'égalité. Après, là où je ne suis pas totalement favorable, ça va être les coûts économiques. Est-ce que les bienfaits de l'uniforme valent le prix exorbitant que pourrait impliquer de généraliser l'uniforme ? J'en suis pas sûr, et c'est pour ça que je trouve que c'est une plutôt bonne idée de faire une certaine expérimentation, parce que c'est pas imposé, il y a quelques lycées qui expérimentent pour voir si ça a des vrais résultats, et puis si les résultats montrent que ça sert à rien, ça sert à rien, on arrête quoi, mais je pense pas que ce soit utile de dépenser autant pour une mesure qui ne porte pas ses fruits. Okay. Ouais, je suis d'accord par rapport à l'expérimentation, je pense que c'est utile. Je pense aussi que les élèves, faut directement leur demander leur avis. Enfin, s'ils sont à l'aise ou pas. Pareil que toi, je suis d'accord par rapport au fait que les vêtements, ça peut mettre en avant des inégalités et ça peut aussi susciter des moqueries. Et pareil, moi, je sais que je m'en prenais un peu au collège, donc ça peut aider. Mais après, je me dis que les harceleurs trouveront toujours un moyen de s'en prendre à une personne, quoi. Bien sûr. Donc, mais je pense que ça permet de réduire, ça permet de réduire, et puis même... Ça pourrait permettre une certaine forme d'uniformisation qui manque à l'école. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a trop d'inégalités, que ce soit entre les écoles ou même au sein des écoles. Je pense que ça peut être que bénéfique, mais si ça coûte trop cher et que les bénéfices sont pas énormes, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Pas sûr. Mais du coup, on reste à voir ce que l'expérimentation va donner finalement. Tu parles notamment d'uniformiser un peu plus l'école. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que du coup, ça sépare un peu l'école du monde réel, dans le sens où dans le monde réel, il y a des différences, il y a une diversité, il y a un certain multiculturalisme. Et donc du coup, l'idée qu'à l'école, on doit s'habiller pareil, ce serait vraiment la séparer de ce que connaissent les élèves ensuite dans le monde réel, plus tard en temps plus grand et même en dehors de l'école. On voit bien que... Selon moi, ces différences, elles sont pas forcément toujours utiles à la société. Justement, quand tu as des jeunes qui grandissent dans des milieux défavorisés et qui sont confrontés à des codes totalement différents que les milieux favorisés, je pense pas que ça les aide de les faire grandir, de laisser forcément autant d'inégalités dans la manière dont on grandit et on évolue dans les milieux scolaires. Mais je pense pas que ça va aplanir les identités. Je pense que les identités culturelles vont rester, ça va être une bonne chose. Je pense pas que des étudiants ou des jeunes vont abandonner leur identité culturelle parce qu'il y a un uniforme à l'école. Je pense juste que ça permet qu'ils apprennent juste dans des conditions plus similaires. Et ce qui est aujourd'hui un problème dans l'éducation, c'est que on voit bien que l'éducation entre les milieux favorisés et défavorisés n'est pas du tout la même. Ouais, donc ça jouerait du coup plus sur favoriser l'égalité des chances à l'école. Enfin, ça irait dans l'égalité des chances, on en est encore loin malheureusement. C'est l'argument qui a avancé justement pour le défendre. Mais non, je pense pas que ça représente un vrai danger pour le multiculturalisme. Ok. Je pense pas particulièrement. Ouais. Après, je pense que le fait de choisir ce qu'on s'habille, ça permet quand même l'expression de soi-même. Mais c'est vrai que je suis d'accord, on peut pas forcément avoir le choix de quoi on s'habille. Mais ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Et est-ce que vous pensez pas que justement cette décision qui est prise par le gouvernement dans ce contexte-là, c'est pas un petit peu une manière cachée de continuer un peu sa guerre contre les religions au nom de la laïcité, étant donné que ça intervient juste après l'interdiction de l'abaya à l'école ensuite. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu de ça dans la décision ? En vrai,
Peut-être. Peut-être. Peut-être, ouais. Moi, je pense que l'uniforme, on peut essayer de le mettre en place, mais il faut pas imposer un type de vêtements pour filles ou garçons pour les différencier, genre des jupes pour les filles, par exemple. Mais ouais, enfin, moyen d'uniformiser, pourquoi pas après. Ça m'étonnerait pas que ce soit pour un combat au nom d'une prétendue laïcité. Après, vu le nombre de débats inutiles qu'il y a eu autour de l'abaya, Ouais. si on peut être, comme même là, pour le coup, si on ça peut fait être des débarrassé de ce genre de débat stérile dans le débat public, à l'avenir, je sais pas s'il y aura d'autres débats sur des tenues prétendues religieuses, mais ça m'étonnerait pas parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine forme d'extrême droite qui va chercher à toujours repousser les limites de ce qui est tolérable au nom de la laïcité ou non. Et peut-être que c'est une manière plus universelle de répondre que d'interdire une tenue en particulier qui peut être associée à une religion. Alors que dans les faits, l'abaya, je suis pas certain que ce soit vraiment une tenue religieuse. Mais c'est peut-être une manière pour... Justement, comme ça a été montré plus en fait que c'est justement culturel, que ça n'avait rien à voir directement avec la religion. Mais... Ou peut-être que c'est une manière du coup, pour le gouvernement de répondre de manière universelle sans forcément faire du cas par cas sur des tenues. Est-ce qu'elles sont religieuses ou pas, ce qui est un peu ridicule comme débat quand on y repense. Ouais. Justement, quand il a présenté son projet, Emmanuel Macron, alors c'était en décembre 2023 du coup, il disait que c'était un moyen pour lutter pour l'égalité des chances, pour le particularisme des religions qui viennent s'insinuer dans l'éducation, et aussi les tenues trop excentriques qui provoquent. Voilà, on voit ce qu'il veut dire. Du coup, est-ce que c'est pas justement un peu rajouter un peu un poids sur les élèves, et puis mettre un peu une idéologie dans quelque chose qui devrait pas l'être, parce que non, l'école justement, on dit souvent, on apprend la liberté d'expression, liberté de disposer de son corps, donc aussi de son apparence. Est-ce que ça va pas contre ça? C'est peut-être un peu contradictoire. Après, on comprend que c'est pour favoriser l'égalité des chances, ouais. Mais sinon... En vrai, je suis d'accord qu'il y a une certaine forme d'expression à travers la manière dont on s'habille à l'école. Enfin, en fait, je pense qu'on peut juste parler de nos expériences personnelles. Et je sais que dans mon lycée, il y avait une diversité. Enfin, j'étais du coup à côté, je suis au lycée Le Corbusier dans la cité de Borgard. Et c'est vrai qu'il y avait une diversité énorme parce qu'en fait, on avait un lycée qui était du coup au milieu d'une cité. Donc il y avait beaucoup de jeunes issus de cité. Aussi, on avait un étage dédié à la filière pro avec plein de filières de création. Donc bon, ça peut sembler un peu parodique, mais on avait du coup plein de... Déjà, c'était des filières quasiment, il y avait quasiment que des femmes. Mais du coup, qui avaient des tenues beaucoup plus excentriques. Je me souviens quand on passait dans ces couloirs, il y avait plein de colorations différentes et tout. Enfin, du coup, ça fait que dans un même lycée, il y avait plein de trucs qui cohabitaient. Enfin, ça rendait un peu des paysages un peu fantasques. Mais du coup, je pense pas que ce soit une mauvaise chose au final d'avoir autant de diversité dans un même lycée. Je pense qu'au contraire, ça peut peut-être jouer à une forme d'ouverture d'esprit, de voir, de cohabiter avec différentes manières de s'habiller, différentes cultures. Après, malheureusement, je pense que mon lycée était un peu une exception. De mélanger des filières créatives dans une cité un peu défavorisée, etc. Je pense qu'il y a trop de lycées où il y a une manière de s'habiller, avec des codes qui s'imposent et des normes. Même souvent, on arrive à reconnaître même il vient de quel établissement. Oui, voilà. Non, mais attends, on va dans le centre de Saint-Germain, ils sont tous habillés pareil. Ouais, bien sûr. À la sortie des écoles de Saint-Ger au lycée, c'est super marrant, ils sont tous habillés pareil, ils ont tous la même coupe, ils fument tous les mêmes roulés, c'est super marrant. Du coup, je pense que ça peut jouer, ça dépend des établissements, mais en fait, il faudrait faire du cas par cas, ce qui n'est pas possible. Sinon, chacun choisit la couleur de son uniforme. Donc, on se met en rose, en violet, toutes les couleurs. Ouais. Ça peut être drôle. Du coup, c'est finalement quand même une richesse, parce que dans tous les cas, je pense que même si on impose un uniforme, les gens voudront se différencier un peu naturellement. En plus, le fait que ce soit imposé, il va encore plus y avoir une volonté, je pense, de se différencier, que ce soit par les accessoires, la coiffure, la manière de porter l'uniforme. Mais ce serait pas forcément négatif de laisser une part de liberté aux élèves, d'autoriser, je sais si tu peux mettre des trucs sur ton uniforme, rajouter des accessoires, etc. Je pense pas que ce soit forcément une mauvaise chose, mais juste partir d'un pied d'égalité, ça pourrait être génial, parce que il y a des enfants pour qui le fait de s'habiller, ça peut être une source de complexe quand tes parents ils ont pas forcément les moyens. Quand tous tes potes ont des habits de marque et que tu te ramènes avec des habits troués parce que t'as pas forcément les moyens de racheter, d'avoir un socle de base et que tout le monde parte du même niveau, ça peut être aplanir un peu les inégalités et de laisser l'opportunité aux élèves derrière de se différencier par d'autres accessoires. En fait, justement, il y en a qui disent, ceux qui sont en général pour l'uniforme,
disent souvent qu'en fait les jeunes ont déjà quasiment un uniforme qui se sont auto-imposés à eux-mêmes, dans le sens où il faut déjà s'habiller un peu comme selon la mode du moment, avec des marques mais reconnues. les modes, elles sont totalement différentes selon les milieux dans lesquels tu évolues. Je pense que la mode de Saint-Germain-les-Prés et de Mantes-la-Jolie, ça va pas être les mêmes, tu vois. Oui, bien sûr. Après, t'as des établissements qui interdisent certains types de tenues déjà. Je crois que collège et lycée privé de Poissy, les survêtements sont interdits, etc. Donc, Ah ouais. Ouais. Comme au lycée Stanislas, ouais. On interdit le jogging à Stanislas. Je crois qu'on interdit les baskets, ouais. Les baskets. À part en sport, ouais. Ils viennent avec des chaussures en cuir, Waouh. je crois. Est-ce que je pense pas que c'est un peu une volonté un peu carrément réactionnaire? Ça va un peu dans le cadre de il faut plus d'autorité, plus de respect des professeurs. Est-ce qu'il y en a qui pensent que ça passe aussi par la manière de s'habiller? Un peu le retour d'une école du passé. Oui, je pense l'interdiction des baskets et des joggings, c'est un peu orienté quand même. Ouais. Ils veulent exclure une manière de s'habiller qui est quand même vachement associée, je sais pas, à la pop culture, à des... C'est pas réactionnaire, mais c'est pour, je pense, défendre une forme d'école républicaine. Ça fait très nostalgique comme mesure, en fait. Oui, c'est ça. Et du coup, d'ailleurs, petite question, vous pensez que à quelle époque on a enlevé l'uniforme en France, évidemment? Alors là... Faire des estimations, il n'y aura pas de... Au 19e siècle? Je sais pas. Non. Moitié 19e? Non, je pense que... Ah, peut-être plus tard. Je sais pas si nos grands-parents, ils avaient encore l'uniforme scolaire. Oh, mais c'est vrai, ça. C'est une bonne question. Alors, non, moi, je dirais... Waouh. Est-ce qu'il est déjà avant la Seconde Guerre mondiale Mais non, mais on va passer pour des énormes incultes. Je sais pas, moi, je dirais 1930. Réponse enregistrée. Moi, je dirais fin 19e. Ouais. Alors donc du coup, la réponse est qu'en France, ça n'a jamais été obligatoire. Ah, Il n'y a quoi jamais eu d'uniforme en France. D'accord, ok. Donc tous les sondages pour le retour de l'uniforme, c'est forcément faux parce que ça n'a jamais été imposé, ni dans la loi, On a ni réfléchi dans aucune tellement décision. longtemps pour un truc qui n'a jamais existé. C'est pour ça que vous pouvez réfléchir longtemps, ça n'a pas du tout existé. Ah ouais. Par contre, il y avait quand même, jusqu'aux années 60, la blouse que mettaient Oui. surtout beaucoup à l'école primaire. Mais en fait, c'est parce qu'ils écrivaient avec les porte-plumes. Ils s'en mettaient partout Ouais. de l'encre. Et du coup, les parents, ils en avaient marre de faire la lessive. Donc, ils leur mettaient des blouses, mais c'était pas du tout obligatoire. Donc, C'est un peu la mode du moment, mais c'est Pourtant, ça appartient vraiment à un imaginaire, républicain, on va dire. C'est exactement. C'est fou. Mais ça veut dire que c'est aux écoles de choisir. Je sais qu'il y a peut-être l'école de la Légion d'honneur, par exemple, qui impose Oui. Oui, il y a les écoles privées qui sont assez libres sur les règlements. Et Ok. donc aussi la seule école, les enfants et petits-enfants de ceux qui ont la Légion Ouais. d'honneur, qui eux ont Ouais. Quelle pour le école. coup, ça. un uniforme Une obligatoire. Une école de dingue, ça. Donc du coup, est-ce que le fait que finalement ça a jamais été imposé à un moment, vous pensez pas que c'est un peu une fausse polémique? En tout cas, un argument qui tient pas finalement, parce qu'on dit qu'on veut retourner à plus d'ordre, plus de respect, tout ça. Est-ce que du coup, c'est pas aller plus loin que ce que ça a jamais été, enfin un peu reposer sur un imaginaire qui a jamais existé En vrai, peut-être, hein, parce que je pense que la question de l'uniforme, c'est peut-être pas la plus urgente actuellement. Enfin, il manque des profs, il y a des cours qui sont pas remplacés. Donc là, à mon avis, pareil, pour interdire l'abaya, c'est juste qu'il y avait aucun projet de politique publique pour mettre plus de profs. Donc, à mon avis, ça détourne peut-être d'autres problèmes. Ouais. C'est vrai que, comme tu l'as dit, dans l'éducation nationale, il y a aujourd'hui malgré le fait que le budget ne cesse d'augmenter pour l'éducation nationale, il y a encore tellement de lacunes. Ouais. Et je veux dire, investir autant dans une mesure où on n'est pas sûr que ça fonctionne et que du coup, qui n'a jamais existé, ouais, c'est peut-être pas la priorité finalement. Oui, ça, c'était un moyen de détourner le regard Ouais, peut-être, à un moment sur... Parce que c'est arrivé en décembre, donc là où on commence à dire qu'il y avait pas mal de profs qui étaient justement pas là, qui n'avaient pas assuré les cours, que la rentrée de septembre avait été un petit peu fastidieuse pour trouver des Ouais. profs. Donc oui, est-ce que c'est pas juste un moyen finalement très politique et en même temps de plaire un petit peu à la droite et l'extrême droite, parce que c'est en partie surtout eux qui sont dits favorables à la mesure. Donc est-ce que c'était pas juste une décision politique ? Après, une décision politique qui Toutes les répond décisions à politiques, des inquiétudes de la part de l'électorat, c'est jamais négatif. Enfin, ça se trouve, ça peut apporter de bonnes choses. Peut-être que là, on parlait justement des écoles qui imposent l'uniforme, genre l'école de la Légion d'honneur. Justement, peut-être, je me demande si ça pourrait pas aussi combattre une certaine forme d'élitisme ou je sais pas, comme
on l'impose à toutes les écoles, ça rendrait la chose un peu banale. Et je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, parce que là, de toute façon, en France en général, ceux qui ont des uniformes, c'est toutes les écoles privées. Et du coup, dans ce cas, il faudrait imposer le même uniforme à tous, que ce soit école privée ou publique. Ou alors, Du coup, faudrait c'est tous l'enlever les à mêmes. l'école privée. Enfin, je sais pas. On part sur l'idée que vous voulez un uniforme. Est-ce qu'on met le même pour les garçons et les filles, ou est-ce qu'on propose plusieurs versions de l'uniforme? Enfin, quel serait votre uniforme parfait? Je pense que chacun devrait faire son choix. Je pense qu'on peut proposer des jupes. Pas forcément pour les filles d'ailleurs. Enfin, sinon, la chose la plus classique, imposer le pantalon pour tout le monde, quoi. Enfin, Ouais, je pense qu'imposer le même à tout le monde. Ou alors proposer, je sais pas, 2 uniformes différents, mais pour tout le monde. Mais Ouais. je pense que la jupe, c'est encore trop genré aujourd'hui Oui. pour que ce soit proposé comme un uniforme. C'est Je vrai. sais qu'il y a des hommes qui portent une jupe, mais ça reste une grosse minorité aujourd'hui, donc je pense que... ça peut être source de discrimination. Ouais, ça peut aussi des sources de discrimination qu'un homme se ramène avec une jupe, donc je pense le même pour tout le monde ou des habits qu'on évite de genrer, la chemise, le pantalon pour Ouais. tout le monde. Ok. Vous êtes à peu près sur le choix du gouvernement, donc... On est pro exactement Macron. ça. C'était jean, t-shirt, chemise, je crois. Voilà. D'autres choses à dire sur cette question? Non, mais après, le choix de l'éducation, il est hyper vaste. Là, il y a les nouvelles mesures qui viennent de sortir. Des mesures un peu intéressant. plus concrètes, parce que c'est vrai que le problème de l'école, je pense que c'est plus un problème de fond, et je pense pas que c'est pas l'uniforme qui va sauver l'école aujourd'hui. C'est vrai. Peut-être que là, il s'intéresse un peu plus au structurel, Ouais, ce qui se passe ouais, vraiment. exactement. Est-ce que les classes de niveau sont vraiment une solution au problème de on est moins bon en maths et en français? Bah, il y a une part très très bien dans les classes de niveau, c'est que des élèves qui veulent approfondir les programmes ou qui présentent des vraies facilités dans des milieux comme les mathématiques, qui veulent vraiment progresser ça peut vraiment faire rehausser le niveau. Mais moi, je pense plus aux classes où on a mis tous les élèves nuls ensemble, mais ces classes qui ne vont jamais avancer, quoi. Ma classe de spé en terminale, je dirais un quart de bons élèves et le reste, c'était pas des très bons élèves. Si on enlève le quart de bons élèves de cette classe, mais la classe... Ouais, il n'y a plus de dynamique. Il n'y a plus de dynamique, il n'y a plus rien, enfin, il n'y a pas de participation. Mhm. Enfin, je ne crois pas tellement à l'argument de ça permettra un meilleur accompagnement des mauvais élèves. C'est une très bonne chose pour les très bons élèves qui vont évoluer dans des bons milieux. Oui, pareil, est-ce que c'est une bonne chose dans le sens où, du coup, ils sont entre personnes, où ils sont bons, ils avancent ensemble, mais vraiment, pour le coup, ça va complètement à l'inverse de toute l'idée de on uniformise, on met une égalité des chances, il n'y a plus rien. C'est vraiment séparé en deux. Je pense que même, mentalement, les gens savent très bien qu'ils seront dans le groupe des nuls, dans le groupe des bons. Je pense pas que ça aille dans le même sens, justement, que tout ce qu'ils disent prôner. Des classes mini-ghetto, quoi. Enfin, c'est un peu... Peut-être proposer aux élèves, aux très bons élèves, l'opportunité d'approfondir les programmes dans des classes séparées, pourquoi pas. C'est que il y aura pas le fonctionnement par entraide, tout simplement. Bon, bah voilà, moi je sais que je m'en sors mieux que mon copain, donc du coup, on va se mettre à côté, on va peut-être travailler ensemble. Oui, Alors, je sais mais pas carrément. si c'est toujours efficace. Non, mais ça marche. Ça, pour moi, je des pense bons que ça a qui quand aident même... les mauvais, ça faire peut des porter ses devoirs ou fruits. des trucs comme ça. Et là, on interdit tout, enfin, Ouais. on empêche tout... Après, il y a une part aussi où ce qui fait peur, c'est que les élèves les moins bons, c'est malheureusement, c'est pas une généralité, mais c'est souvent des élèves perturbateurs. Donc si tu mets tous les mauvais élèves perturbateurs dans une classe, au-delà du niveau qui sera pas très bon, enfin ça risque d'être un bordel. Aucun professeur n'en voudra. Enfin, forcément, les profs préféreront enseigner à des élèves qui écoutent, très studieux, et justement, dans leur petite bulle, je pense que ça va aussi créer ça. Et donc, du coup, qui suivront et qui pourront avancer au-delà des programmes. Après, oui, pour les élèves, enfin, entre guillemets, les moins bons ou ceux qui ont plus de difficultés, je sais pas si c'est la bonne solution pour les mettre tous ensemble, parce que ils ont peut-être des lacunes qu'ils ont accumulées au fil des années, et c'est peut-être pas là que tout va se résoudre. Enfin, faut s'assurer qu'au tout début, enfin, ils aient des bases solides, quoi. Tout le monde, Ouais. enfin, que tout le monde après puisse partir un peu pareil, quoi. Ça rejoint, je crois, une autre mesure là, qui est passée. Le redoublement, maintenant, il est au choix des parents. Et ils viennent le supprimer. Il est au choix des professeurs. En tout cas, le dernier mot. Normaliser un petit peu, que ça soit fait plus facilement, parce que c'est vrai que ça se fait plus trop de redoubler en général. Ouais, ça se fait plus trop. C'est un peu l'exception. Après, il y a des gens qui sont contre le redoublement. Après, non, c'est quand même une chance de pouvoir redoubler. Ouais, enfin, dans certains cas, ça peut être nécessaire. Là, tu parles des gens qui n'ont pas forcément de base solide. qui n'ont pas eu la chance de... Enfin, je veux dire, ça rejoint aussi le problème d'inégalité. Enfin, je crois qu'on a vu en cours que l'État met beaucoup plus d'argent dans les milieux plus favorisés ou pour l'éducation. Ouais, je crois que c'était le programme Oui. Et il y en a beaucoup moins dans les milieux défavorisés, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. l'éducation. Puis c'est là où on voit que même les absences de professeurs sont bien plus Oui. importantes dans, Ah oui. dans ces lycées défavorisés. Bah voilà, sauf si vous avez d'autres... On pourrait parler très longtemps de l'école, évidemment, Ouais, mais oui.
c'est un problème un peu complexe, donc je finalement, pense pas qu'il y ait de solution miracle. c'est ça, l'uniforme est à expérimenter et à voir. Exactement, on va voir ce que ça donne. Bon bah très bien, on va passer donc au deuxième sujet de débat, cette fois sur les médias. Donc selon le baromètre Kantar Public de 2023, il y a 71% des Français qui disent s'informer tous les jours via la télévision, 49% par la presse et 39% par la radio. Mais il y a aussi un paradoxe parce qu'il y a 54% des Français qui déclarent que la plupart du temps, il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité. Donc du coup, ce paradoxe, je pense qu'il s'explique notamment par un sentiment de détérioration de l'indépendance des journalistes. Il y a notamment des syndicats de journalistes qui ont proposé depuis plusieurs années d'imposer aux actionnaires des médias de masse de strictes garanties en matière d'indépendance des rédactions, que ce soit dans la diffusion des reportages, et de pouvoir garantir qu'il n'y a pas d'interférence avec les propriétaires des grands médias, notamment au nom de la liberté de la presse et de l'information. Sauf que dans la réalité, il y a de nombreux médias qui sont possédés par quelques grands actionnaires, et on peut s'interroger sur le rôle qu'ils jouent dans les lignes éditoriales des différents médias. Donc du coup, est-ce que vous pensez que ce lien de dépendance qu'il peut y avoir entre actionnaires et propriétaires des grands médias peut poser problème? À mon avis, l'information, elle est pas très souvent objective. Je pense que, justement, un journaliste, il va respecter sa ligne éditoriale. Mais oui, il y a une raison pour laquelle il travaille dans cette ligne éditoriale. Bah, oui, en fait, ça aurait pu être non, mais le problème, c'est qu'on a eu récemment des exemples qui nous prouvent du contraire. Quand Hanouna il dit à Louis Boyard de fermer sa gueule parce qu'il a parlé de Bolloré, ou tout à l'heure, du coup, je me suis un peu renseigné sur CNews et il y a eu l'humoriste là, Sébastien Toen qui a été licencié en 2020 parce qu'au cours d'un sketch, il s'est moqué de CNews et du coup, Canal+ ont viré. Il faut coller à sa ligne éditoriale, mais je pense pas que on puisse être licencié pour avoir une opinion défavorable aux propriétaires de la radio. Ce soit vraiment... Enfin, pour moi, c'est très inquiétant de se faire licencier parce qu'on a contrarié son patron, tu vois. Enfin, surtout quand on tient un média. C'est un peu contraire à toute idée de liberté, voilà. Liberté d'expression de la presse, Et du coup, est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'il y ait un contrôle vraiment plus fort de tous ces médias? Parce qu'il y a notamment, là, depuis le mercredi 13 mars, une commission d'enquête parlementaire justement sur l'attribution des fréquences télé, donc qui a été faite par C8 et CNews, et il y a notamment donc Hanouna qui a été interrogé. Il a notamment dit à propos donc, du coup, de son patron, Bolloré, qu'il respectait toutes les religions, qu'il avait notamment lancé une émission avec un rabbin, un imam et un prêtre, et que c'était donc une preuve qu'il aimait toutes les religions. Donc voilà, est-ce qu'il faut qu'on renforce le contrôle, donc, notamment peut-être avec l'Arcom qui est censé contrôler ce qui peut être dit dans les différents médias, ou est-ce que non, on défend encore une liberté d'expression, une liberté de la presse et on laisse les médias tout dire, entre guillemets? À mon avis, il y a peut-être certaines choses qu'il faudrait contrôler. Enfin, les médias comme CNews, c'est pas possible, quoi. Tu t'énerves tout seul au bout de 30 secondes, quoi, quand tu regardes cette chaîne. Donc, Ouais, mais après, c'est pas un peu paradoxal de renforcer le contrôle de la presse au nom de la liberté de la presse? C'est ça. C'est bien le débat et la tension qu'il peut y avoir. Ouais. Mais oui, je suis d'accord, mais les propos hyper parfois discriminants, hyper limite quand même avec le racisme et tout ça, à mon avis, c'est pas trop de la liberté d'expression, c'est juste de la provocation, c'est quelque chose qu'il faut contrôler. Parce que oui, de toute façon, la liberté d'expression est elle-même limitée par simplement la loi, la diffamation, les propos discriminatoires qui tombent sous le coup de la loi. Et c'est pour ça souvent que... ils sont épinglés par l'Arcom plusieurs fois dans l'année. Ils payent beaucoup d'amendes pour ça. Mais après, je crois que ce qui est surtout reproché à CNews, c'est d'accueillir beaucoup plus de personnalités de droite et d'extrême droite que de centre et de gauche. Mais justement, c'est Reporters sans frontières qui a demandé au Conseil d'État de se saisir de l'affaire de CNews, là. Et du coup, ils ont demandé à faire une enquête et... je crois que c'est 4% de centre, 10% de gauche et tout le reste d'extrême droite du point de vue des invités. Donc ça peut être un vrai problème. Mais ce qui est décrié, c'est que du coup, ça impliquerait de devoir ficher en quelque sorte une orientation politique à tout le monde parce que ça ne dépend même pas des invités politiques. C'est facile de mesurer l'orientation politique d'un invité. Quand tu invites Zemmour, Poutou ou Macron, tu peux les ranger dans des cases. Mais sauf que la liberté d'expression, en fait, elle s'étend
aux animateurs, aux invités, aux chroniqueurs, etc. Et puis avec les sujets abordés. Voilà, de te voir tout ce qui est dit, il faudrait le caser, le temps de parole. Donc c'est vrai que si tu veux être précis en termes de pluralisme, ça impose un énorme contrôle en fait. Et c'est pour ça que le débat est un peu contradictoire parce que au nom de la liberté de la presse, tu veux contrôler le temps de parole, l'orientation politique, les propos. En fait, tout dépend de comment c'est fait en fait. Mais oui, c'est sûr qu'il faut respecter une forme de pluralisme politique. En fait, je pense que c'est là qu'intervient la distinction entre presse d'opinion et presse d'information. En fait, c'est deux catégories. Et en fait, c'est donc tous les médias qui sont inscrits dans presse d'opinion qui peuvent forcément défendre beaucoup plus des idées. Et au contraire, une presse d'information, du coup, s'engage à une certaine neutralité et objectivité. Okay. Mais le principal problème, c'est que donc, dans ces catégories sont rangés différents médias, mais par exemple, CNews est dans presse d'information. Okay. Oula. Donc c'est là, en fait, qu'apparaissent les problèmes, c'est qu'ils sont catégorisés comme ça, et donc c'est pour ça qu'on leur reproche justement de manquer de pluralité. Ouais, c'est clairement pas de la presse d'info. Les trucs de la mortalité, là, je sais pas si vous... Ah oui, l'avortement. Ouais. Oh là là. Ouais, ça c'est, je veux dire, ça si c'est pas de l'opinion... C'était dans leur émission Enquête d'esprit. Déjà, c'est une émission religieuse. Donc voilà, l'interruption volontaire de grossesse était présentée comme la première cause de mortalité dans le monde. Donc Bolloré s'est quand même excusé de cette erreur technique, mais bon, ça en dit beaucoup sur... ça relève de l'opinion en fait. Oui, pareil, même les théories du grand remplacement, c'est pas possible. Après, ils diffusent des choses fausses, quoi. Ça peut être peut-être moins considéré comme de l'opinion si de l'autre côté on a... je déteste TPMP, mais des fois il y a l'inverse politique qui débat ou qui est présenté, etc. Mais je trouve que présenter l'avortement comme je sais pas comment c'est présenté, la plus grande cause de mortalité, sans personne pour contredire derrière, ça veut dire que l'info est présentée sans... comme une vérité. Comme une information et pas comme une opinion, en fait. Ouais, c'est ça. Alors que... Il n'y a pas le débat qu'il y a derrière, il n'y a pas de discussion sur... Oui. Donc tu penses que le point fort de TPMP, c'est la discussion qui suit à chaque fois ou le point fort Déjà, le point fort de TPMP, Vous voyez ce que je veux dire. Non, mais... déjà, TPMP, je crois que c'est pas de l'information. Je sais pas si c'est... J'espère pas, sérieusement. C'est pas présenté comme je pense média, pas. c'est présenté comme une émission. Oui. Mais oui, des fois, sur TPMP, il y a le penchant politique, il y a, je sais pas, Zemmour contre Mélenchon, tu vois. Des fois, il y a une forme de penchant, de confrontation, des gens qui vont défendre des... après, malheureusement, je sais pas si vous avez vu le reportage sur Hanouna, mais c'est pas toujours le cas, malheureusement. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que il y a en tout cas l'apparence d'une certaine confrontation des idées, mais des fois, déjà, c'est un peu jugement populaire. Quand il y en a un qui vient, on sait déjà qu'il va en prendre plein la tête. Exactement. Enfin, on peut se demander est-ce que certaines choses ne sont pas un peu censurées par potentiellement la direction. Oui, c'est vrai que CNews en presse d'information... Ah ouais, non mais je savais même pas que ça se présentait comme ça. C'est clairement un point de vue idéologique qui est défendu à chaque fois. Ouais. Donc est-ce qu'il ne faut pas à la rigueur plus les catégoriser comme c'est un média d'opinion, voilà. Surtout que quand ça a été défendu, du coup il y a toute la presse dite de droite, à partir du Figaro jusqu'à Valeurs Actuelles on va dire, ils ont tous fait des articles pour défendre du coup CNews. Mais ce qui est plutôt étonnant, c'est qu'ils ont défendu CNews pour dire que CNews, ça représente aujourd'hui un type de presse qui présente la vraie France. Parce que ça présente les dangers de l'immigration, les dangers de l'islamisation. Voilà, ce que les médias mainstream veulent nous cacher, etc. D'accord. C'est juste hyper dangereux, je trouve, pour les personnes qui regardent et qui vont pas s'informer après. J'ai lu une tribune, il y a un mec sur le Figaro quand même, qui disait du coup que les gens, les Français, ils retrouvaient à travers CNews et à travers la télé, à travers cette télé, des informations du coup qu'ils retrouvaient sur les réseaux sociaux. Et que CNews était quasiment le seul média télévisé à retranscrire en fait. Ah ouais. Ouais, ça fait que... Ouais, ça fait partie d'une même bulle d'information. Ouais, ça fait un peu le... Ouais, on va dire que je pense que les gens qui s'informent beaucoup sur Internet vont retrouver un relais à travers CNews en fait. Ça se complète vachement, c'est que ça va être des sujets polémiques, ça va être des sujets qui appellent du coup à l'émotionnel beaucoup. Donc je pense que c'est un lien et je pense pas que ce soit la meilleure manière de s'informer, honnêtement. Hyper intéressant, je trouve que tu associes les réseaux sociaux aussi parce que, bon là on parle des médias détenus par les grands patrons, mais il y a aussi l'information qui passe clairement par les réseaux sociaux. Et justement, donc toujours selon le même sondage qu'au début, il y a 27% des Français qui font confiance aux réseaux sociaux pour s'informer. Du coup, c'est quoi votre avis sur la question? Parce que même chose, finalement, on peut se dire qu'avec les algorithmes, les réseaux sociaux eux-mêmes choisissent un peu les sujets qui peuvent être plus ou moins mis en avant.
Il y a eu beaucoup de polémiques, notamment au moment des premiers affrontements entre Israël et Gaza. Donc, est-ce que justement, c'est un piège de s'informer avec les réseaux sociaux? Est-ce que c'est bien pour compléter, un peu comme tu disais alors? Je trouve que parler des réseaux sociaux quand on parle de CNews et TPMP, c'est quand même vachement pertinent parce que pour moi, ça appartient à la même presse en fait. Je pense que TPMP n'est pas politiquement orienté. Je pense que même CNews, je sais pas parce que je me suis pas vraiment renseigné sur la question, mais pour moi, c'est moins une appartenance politique que faire du buzz en fait. Je pense que c'est plus axé sur c'est de la le presse buzz, polémique, la polémique, les passions, l'émotion, le réac, etc. que vraiment prendre une position idéologique, etc. Je pense pas que, honnêtement, derrière TPMP, je pense qu'il n'y a pas de réflexion idéologique. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de réflexion tout court. Je pense que c'est juste, ça va buzzer, on présente ça aujourd'hui. Ouais. Parce que ça appartient à une même manière d'informer. C'est les extraits qui finissent le plus sur les réseaux sociaux en fait. C'est ça, c'est ce qui plaît, c'est ce qui est direct, tu réagis à chaud, à un truc qui n'a pas été nuancé, pas été traité, enfin c'est... Oui, c'est ça, c'est enlever toute nuance. Voilà, et c'est... Faire de l'audience scientifique derrière. Pour moi, c'est le buzz en fait, c'est un média de buzz. Et c'est pour ça que CNews et TPMP réalisent des records à la télé. T'englobes ça avec les réseaux sociaux et ça montre une manière de s'informer aujourd'hui. Je pense qu'il y a une grosse partie des gens qui s'informent comme ça aujourd'hui. Alors du coup, ça nous met un peu sur la question de tout ce qui est les chaînes publiques, donc le service public. Est-ce que vous pensez que du coup, ou même les médias indépendants, c'est la meilleure façon d'avoir une information plus vraie finalement, donc en tout cas moins idéologisée? Ou est-ce que au contraire, pour ce qui concerne le service public, on peut dire qu'il y a justement un petit peu un point de vue de l'État qui est défendu, qui défendrait un petit peu l'action plus ou moins du gouvernement, ou pas du tout, justement, qu'il y a une totale indépendance? Après, c'est quand même souvent présenté comme la presse de gauche, j'ai l'impression. Ouais, je pense aussi, ouais. À mon avis, il y a peut-être quand même plus de liberté, plus de liberté, oui et non, parce que je pense qu'il y a un point de vue conservateur qui n'est jamais présenté à travers ces chaînes quand même. France Info le matin. D'un point de vue... avec mon café. C'est exactement comme ça se passe ce matin. Ils essaient de maintenir vraiment un équilibre entre les personnes invitées. Il n'y a pas si longtemps, il y a eu Marion Maréchal Le Pen qui était interviewée. Donc il y a tout. Et pour le coup, ils essaient vraiment justement de faire très très attention à qui ils invitent. Après, c'est peut-être plutôt dans les questions qui sont posées et à quel point ils essaient de les repousser plus ou moins dans leur retranchement ou pas. Je trouve que c'est là qu'on se voit plus la différence. Je sais pas comment il s'appelle, mais le podcast sur l'actuel politique avec Nathalie Saint-Cric, je crois que c'est sur France Inter, je m'étais fait la remarque au contraire, ils accueillent pas beaucoup de personnalités de droite, mais si ils avaient accueilli Aurélien Pradier l'année dernière, mais il s'était fait cuisiner quoi. Ah ouais? Ouais, il s'était fait... Alors qu'Aurélien Pradier, c'est pas de la droite dure, tu vois, c'était les LR, ils sont bien cuisinés quand ils sont invités, donc je pense qu'il y a aussi une prise de parti. Mais comme c'est plus une prise de parti centriste, oui, c'est pas non plus totalement un affrontement direct. Et à la rigueur, est-ce que c'est pas ça justement qui ouvre la porte à tout ce qui peut être CNews et ou en tout cas des médias où on sait qu'ils savent qu'ils vont pouvoir s'exprimer? Ouais, c'est l'autre, la contrepartie. Exactement. Ne pas laisser autant la parole à ceux qui peuvent être de droite ou d'extrême droite, c'est pas leur ouvrir une porte à des médias très spécialisés. Ouais, ça peut inciter à ce que les électeurs de droite se dirigent vers des médias qui ont tendance à un peu repousser vers les extrêmes. Ou même peut-être même de gauche. Quelqu'un qui vote LFI ou quelqu'un qui vote extrême droite, peut-être qu'il se représente pas du tout dans la presse de centre, on va dire, parce que c'est pas assez extrême. Et du coup, qui ont tendance à se diriger vers une presse qui va encore plus les diriger vers les extrêmes. Je sais pas si, quand tu dis que ça les laisse un peu libres d'aller vers CNews. En vrai, oui, en plus, je pense que peut-être que France Inter fait moins d'audience que... Enfin, je suis pas sûre, fait peut-être moins d'audience que CNews. Je crois que CNews, c'est vraiment le top. Donc ils sont sûrs il faut venir beaucoup plus d'analystes ou machin. En fait, ça va être un côté beaucoup plus... justement, information, on vérifie bien les informations et c'est très précis. Contrairement à ce que tu pouvais dire de médias de masse. C'est plus chiant en soi, hein. C'est plus... Oui. C'est l'actualité moins... Il y a moins de clash, il y a moins de... c'est moins dans... Je pense que tu rigoles plus devant TPMP qu'en écoutant France Inter, mais je pense que c'est la presse qui se rapproche plus de la réalité, on va dire. Bah oui. Je parlais des électeurs un peu plus aux extrêmes, du coup, mais justement, un peu, enfin plus ou moins paradoxalement, c'est en général ceux qui croient en moins à l'indépendance de la presse, à son objectivité, et qui vont préférer des médias très indépendants et donc du coup très orientés. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un problème ? Pour répondre à ça, je dirais que... Je sais pas si vous connaissez le Crayon sur YouTube. Oui. J'ai l'impression que c'est
un média qui accueille à la même échelle, on va dire, des invités qui proviennent d'un peu partout. Ça veut dire que ça passe de Juan Branco à Zemmour en passant par Michel Onfray. Donc il y a vraiment de tous les spectres et j'ai pas l'impression que ce soit une presse partisane pour autant. Tu n'es pas d'accord avec moi? Le problème, je trouve, avec ce genre de médias, c'est vraiment qu'ils vont mettre, par exemple, une personne transgenre avec quelqu'un qui nie totalement la possibilité d'être transgenre. Ah oui, c'est parce un qu'ils des font, exemples. moi je te parlais des... Ils font ce genre de débat-là, en face Ouais, à face. ok. Et alors, ils aiment bien faire ça aussi. Une femme qui va être très masculiniste, le féminisme n'a jamais servi à rien. Évidemment, c'est bien parce que c'est un peu original, ça leur plaît. Du coup, avec une féministe, mais qui va être du coup très très engagée, enfin dans un féminisme, j'ai envie de dire, très radical. Je trouve qu'aller chercher autant de personnalités aussi polémiques, aussi... et aussi éloignées idéologiquement, donc c'est bien parce que ça permet de les montrer. Mais en fait, le débat, il peut aller nulle part, en fait, pour avoir regardé un petit peu. Après, je pense qu'au début, c'était pas vraiment ça. Mais en tout cas, ça a vraiment dérivé j'ai vers ça. jamais... moi, j'ai regardé justement les entretiens entre un journaliste et une personnalité politique. Peut-être que déjà, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant comme débat. Mais oui, c'est sûr que les débats d'extrême à extrême... C'est ça. Bah, Je pour sais moi, pas c'est si- pour faire la polémique. C'est ça. Mais oh si, oh le débat Zemmour-Mélenchon sur TPMP. Si vous voulez, mais vraiment être en colère contre la race humaine, mais regardez-le, j'ai jamais vu un débat encore plus stérile. Genre ils se font des blagues d'enfants de 4 ans. Enfin, Mais c'est ça, en fait. c'est ridicule de... Donc c'est la question. On peut Ouais. faire parler les extrêmes, ou en tout cas des gens pas d'accord, mais il y a une limite du... Oui, mais alors du pas possible, forcément en les fait. opposer en fait. Ouais, bah, Tu peux justement, faire des oui. entretiens individuels. Bah, Mm. carrément, tu peux interviewer Zemmour, ouais, si tu veux. Mais avec, je sais pas, Ouais, la quelqu'un suite d'un d'après, peu neutre ou je sais pas. Ouais, ou un journaliste qui pose des questions plutôt larges finalement. Et je trouve que pour regarder ce média en ligne, mais les entretiens sont bien en vrai. Cette personnalité qui est accueillie a une liberté plutôt totale, mais il donne la même liberté à tous leurs Oui, c'est ça, invités. chacun peut développer un Bien sujet. Ou là, je trouve ça plus intéressant. Ouais, Bah, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment vu les débats de cette chaîne. Je pense que ça peut être... puis en plus, ils mettaient vraiment les extraits les plus... La quête du clash aujourd'hui, elle est quand même... C'est vraiment ça. Ouais, C'est, je pense. Mais alors, qui est-ce que dit- c'est de la faute, dans ce cas, du média qui présente l'information ou du spectateur qui va consommer ce genre de... Parce que c'est la poule Ça ou l'œuf. répond à une demande, oui, c'est ça. Ouais, ça C'est répond à une l'idée. demande. Le spectateur est tout aussi responsable que le média. Le C'est média totalement qui veut vrai. faire de la thune aujourd'hui, il sait qu'en présentant un Mhm. maximum de contenu buzz, pas forcément très travaillé, il va quand même vendre. Donc, je pense qu'il y a une manière de consommer qui est quand même vachement interrogée aussi des bases. Oui, c'est ça. C'est que si les médias existent dans tous les cas, c'est qu'ils savent que ça plaît. Bah, ils jouent sur C'est ça, ouais. tout à fait. Oui. Alors, du coup, toute dernière question. Vous informez comment, en général, par quels médias, via quelle interface, télévision, réseaux sociaux? Moi, j'avoue plus sur les réseaux sociaux. C'est le plus accessible, c'est le plus facile. Enfin, tu vois une publication de Hugo Décrypte, enfin, c'est accessible tout de suite, quoi. Après, oui, j'essaye un peu de lire des articles du Monde, mais pas assez, je sais. Mais Et est-ce que sur les réseaux sociaux, tu suis vraiment un peu les médias traditionnels, entre guillemets, donc, parce que tout ce qui est Le Monde, ça, sont aussi adaptés un peu aux réseaux sociaux, ou est-ce que c'est les infos qui peuvent passer comme ça via d'autres personnes? en vrai, je regarde que quand c'est les autres qui repostent. Donc, non, enfin, je suis pas abonnée au Monde sur Insta, mais je pense qu'il faut faire un peu l'effort de chercher autre part que tout ce qu'on connaît, quoi. J'ai pas mal évolué dans ma manière de m'informer parce que bah, du coup j'étais aussi pas mal sur les réseaux sociaux et notamment Twitter. Sauf que Ouais, ok. quand tu cherches de l'information, je pense qu'il y a un moment où Twitter ça devient trop anxiogène et conflictuel. Enfin, Ouais. il y a un moment vraiment j'ai totalement supprimé Twitter parce que je me rendais compte que c'était même plus sain comme manière de s'informer. Sur Insta un petit peu, je suis abonné à Hugo Décrypte, mais sinon surtout je lis Le Monde en fait. J'écoute Ouais. des podcasts, Oui, des trucs pareil. comme ça. Et Ok. des fois, pour avoir un peu de points de vue différents, j'essaye de m'informer sur des presses différentes. Mais comme j'ai pas l'abonnement, bon, c'est très très vite C'est limité. vite limité, on Je est veux bien d'accord. lire des articles de Figaro et de Libération, mais quand j'ai 4 lignes au début, Tu te c'est... fais une nuitée rapidement. Voilà. Et puis... J'ai pas envie de prendre Je vois. un abonnement à Libé ou le Figaro juste pour lire de temps en temps, alors que j'ai Le Monde, tu vois. Enfin, Oui, si c'est j'ai Le ça. Monde Diplo aussi. Ok, Mais ouais, en c'est vrai, très même intéressant aussi. regarder des presses qui reflètent pas forcément tes idées, je trouve ça un peu difficile quand même. Enfin, tu Mhm. lis Valeurs Actuelles ou ouais, le Figaro, c'est. Eh bah, Enfin, c'est dur, hein. moi ça me fait un peu marrer quand même. En vrai, oui, je pense que c'est l'idée. Des fois, ça peut simplement te conforter dans ton opinion, Ouais. je pense. Dans
dans l'idée où tu dis ah ouais, je pense vraiment pas comme ça, quoi. Je Mm. pense qu'il y en a où tu peux... Et ça peut aider un peu à comprendre à la rigueur Pour moi, un certain point de vue. c'est important de s'informer auprès de l'opposition. Après, il y a des presses qui sont un peu illisibles. Mais c'est pour ça que quand tu restes dans le cadre du professionnel, je pense que c'est important. Ça peut être utile de lire, de comparer un article de Libé au Figaro. Mais bon, un article de Valeurs Actuelles, ça devient très compliqué à lire Oui. quand même, tu Oui. vois. Oui, c'est ça. On peut pas s'y fermer totalement, mais je comprends que volontairement, on n'a pas envie d'y aller, Ouais. je pense. Parce qu'en plus, tu dis qu'il y a des gens qui lisent ça. Bon, mais après, faut pas non plus s'enfermer dans C'est ça. Oui, c'est la ça. presse, dans une presse très orientée. Faut rester ouvert. Voilà, faut rester ouvert à l'information. Pour conclure, je vais faire réagir à une petite citation d'un article du Monde, justement. Article sorti le 17 novembre 1971. Oh. Où il disait que tout journal est de toute façon un journal d'opinion, car ne pas avoir d'opinion, c'est aussi en avoir une. Alors, est-ce que vous pensez que justement, tous les médias n'ont aucune opinion, et que même se présenter comme ne pas en avoir une, c'est justement un peu prendre un parti dans le sens où on ne veut pas se prononcer? Bah, à mon avis, dans le sens où, oui, on choisit de pas se prononcer, oui, là, c'est un parti pris. C'est un bon sujet de discours tribun, ça. Ouais. C'est même un bon sujet de disserte de philosophie politique. Peut y avoir une certaine volonté d'impartialité dans la manière de présenter les informations. Après, c'est vrai qu'il y a toujours... t'es obligé de présenter un point de vue quand tu présentes un article. Tu peux faire l'effort d'avoir la presse la plus impartiale possible, mais même être impartial, pour quelqu'un qui va voter à l'extrême, ça va forcément être considéré comme politisé. Et je trouve ça dur de produire quelque chose d'objectif, alors que Oui. Oui. nous-mêmes, en tant qu'humains, on n'est pas objectif, quoi. Donc oui, non, forcément, une information est par définition un Oui. point de vue, en fait. Après, il y a des rédactions qui font plus l'effort de présenter vraiment l'information de manière avec le plus de détails. Même ce qui est plutôt agréable, Le Monde va, quand ils font des articles notamment en politique, ils vont essayer de poser des questions à des députés de gauche et de droite. Oui. Je trouve ça Tout pas à mal fait. quand l'effort est Oui, fait. ils présentent un peu les différentes opinions. Quand Quand l'effort est fait, c'est plutôt pas mal. Et ça permet du coup de dépolitiser l'article en lui-même s'il présente les deux bords. Il peut y avoir un effort, mais tu peux jamais être totalement impartial, objectif. Ouais. Très bien. Ça va conclure notre débat, du coup. Alors, toute dernière partie du podcast, c'est un petit moment recommandation. Si vous avez livre, film, podcast sur le sujet ou pas du tout, à recommander aux auditeurs, c'est le moment. Je vais présenter un album qui s'appelle Encore de Zedune Pavarotti, qui est un artiste du coup qui a démarré dans le rap et qui aujourd'hui fait plus pop rock. C'est mon artiste préféré personnellement. Il a sorti un album il y a quelques mois, une réédition il y a 2 jours. Je vous recommande d'écouter cet album. Je dirais plus pop rock maintenant avec du coup quelques inspirations rap. Mais c'est de la mélodie, des instruments, des refrains de fou. Écoutez Zedune Pavarotti, c'est magnifique. Bah, moi, récemment, j'ai lu La femme gelée. Je pense que beaucoup de gens l'ont peut-être déjà lu ou savent de quoi ça parle. De Annie Ernaux, du coup. Et moi, ça m'a un peu traumatisée, un peu triggering, oui, parce que ça fait un peu écho à ce que toi, t'as pu voir dans ta famille, ou ce que tu sais que les femmes vivent. Et j'ai eu beaucoup de mal à le finir. Et je voulais abandonner dès les premières pages, mais... Il parle de quoi dans les grandes lignes, ce livre ? Elle parle un peu d'elle, de sa vie, de quand elle était petite, de quand elle a fait ses études jusqu'à ce qu'elle se marie. Enfin, c'était un peu des élites. Penser ne pas être touchée par les discriminations hommes-femmes, enfin les inégalités et tout. Oui. Et en fait, c'est Annie Ernaux qui s'est pris toutes les tâches à faire à la maison. Elle devait préparer le CAPES, mais à côté, elle devait s'occuper de ses enfants. Ok, très bien. Merci pour vos recommandations. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. C'était vraiment très intéressant C'était très d'échanger sympa. sur ces 2 sujets très intéressants. Ouais. Mais oui. Donc merci beaucoup. Merci à toi. de Et nous avoir voilà, on invités. espère que le podcast vous a plu. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt. Au À bientôt. revoir. Bisous.